Il y a du placenta, il y a des signes vraiment chez une parturiente qui ne trompe pas. Et donc l'hôpital alerte la gendarmerie en disant voilà, on a une femme qui nous dit qu'elle a fait une fausse couche. Or, c'est une femme qui vient d'accoucher, mais il n'y a pas de bébé. Audrey Chabot a alors 21 ans. Elle vit encore chez ses parents. Dès le lendemain de ce signalement, les gendarmes l'entendent, ainsi que sa mère Jocelyne. Bizarre cette fausse couche à laquelle ne croient pas les médecins. Mais la fille et la mère s'entêtent. Ce qui est curieux, et les gendarmes qui ont interrogé l'entourage le rappellent à Audrey, c'est qu'elle a déjà eu des soucis avec son premier enfant. Un petit garçon de 2 ans, dont elle a caché l'arrivée à tout le monde. Ils l'ont découvert au bout de 6-7 mois environ. Et ensuite, comme elle continuait à être scolarisée, il a été élevé plutôt par sa maman. Et elle, finalement, elle l'a dit plus tard, elle se considérait un peu comme une grande sœur. La conviction des gendarmes est faite. Audrey Chabot a sans doute caché sa 2e grossesse. Et les experts confirment. Cette femme a pu accoucher d'un enfant viable en mars 2002. Alors, le 24 juillet, 4 mois après le signalement du gynéco, Audrey Chabot est placée en garde à vue, avec sa mère, Jocelyne, qui est soupçonnée de l'avoir assistée. Coincée, Audrey reconnaît qu'elle attendait bien un bébé et qu'elle a découvert sa grossesse à la fin de l'année 2001. Et là, elle a accouché dans les toilettes. Son petit garçon de 2 ans dormait dans la chambre d'à côté. Sa maman était là, elle a été réveillée probablement par les pleurs du nouveau-né. Et elle a elle a découvert que, en un seul trait de temps, que sa fille était enceinte et qu'elle venait d'accoucher. Audrey Chabot raconte qu'elle lui a demandé d'aller chercher une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical. Et elle lui a dit je n'en veux pas, fais-en ce que tu veux. Elle assure qu'elle a donné l'enfant à sa mère et elle ne sait pas ce que Jocelyne en a fait. Et elle ne le lui a jamais demandé. Elle dénonce donc sa propre mère. Jocelyne aurait supprimé le nouveau-né. Le problème, c'est que, dans le bureau d'à côté, sa mère dit exactement l'inverse. Jocelyne Chabot raconte qu'elle a vu un sac poubelle dans la cuisine et qu'à l'intérieur, le bébé ne bougeait plus. Chacune campe sur sa version pendant plus d'1 an, derrière les barreaux. Et c'est la fille qui craque la première devant la juge, en septembre 2003. Audrey Chabot raconte qu'elle lui a demandé d'aller chercher un sac poubelle. Et c'est Audrey Chabot qui a placé le nouveau-né dans le sac poubelle. Elle a refermé le sac. Elle a donné le sac à sa mère. Sa mère avoue à son tour. Jocelyne Chabot reconnaît que c'est elle qui a étranglé le bébé, son petit-fils, dans le sac poubelle, avant de se débarrasser du corps. Sa maman finira par conduire les enquêteurs dans une maison qui est un peu sur les hauteurs d'Ambervieux, sur les hauteurs du lotissement, et dans laquelle elle a dissimulé ce petit cadavre. La justice donne une existence légale à cet enfant, ce sera Vincent Chabot. En avril 2005, mère et fille se reposent devant la cour d'assises de l'Ain, Jocelyne pour meurtre et Audrey Chabot pour assassinat. C'est une affaire qui est finalement assez exceptionnelle. Un néonaticide, bon, c'est déjà pas très courant, mais surtout un néonaticide commis avec l'aide de la grand-mère de l'enfant, de la maman de la femme qui accouche. Audrey Chabot, elle, n'a commis aucun acte pour tuer cet enfant. C'est la grand-mère qui, elle, a accompli le geste meurtrier. Et tout l'enjeu du procès, c'était finalement de savoir qui était responsable de quoi. Est-ce que Audrey Chabot, quelque part, avait pu inciter sa maman à commettre cet acte? Pour aider les jurés à répondre à ces questions, les experts psychiatres et psychologues dressent le portrait robot de ces 2 femmes.
Jocelyne Chabot, elle est née d'une fratrie de 7 enfants et elle a une vie particulière parce que dès l'âge de 7 ans, en CP, elle est placée en internat où elle restera tout au long de sa scolarité. Donc on peut penser que ça a dû être bien, bien difficile et douloureux. La mère d'Audrey a épousé, comme dit-elle, à l'époque elle travaillait, mais elle n'a plus travaillé par la suite pour s'occuper de ses enfants, elle en aura 3, et aussi pour suivre son mari au gré de toutes ces différentes mutations. Audrey Chabot est sa deuxième enfant. Après un bac pro en hôtellerie, elle devient serveuse aux messes des officiers à la base aérienne d'Amberieu en Bugey. À l'issue de ses études, elle s'est engagée dans l'armée et elle travaillait sur la même base militaire que son père, Amberieu en Bugey. Elle avait signé un contrat de 4 ans et c'est durant ce contrat que les faits se sont déroulés. Très rapidement, la relation mère-fille est au cœur des débats. Les relations d'Audrey avec sa mère ne sont pas décrites par la fille de la même manière que par la mère. Jocelyne Chabot ne se limite qu'à vouloir donner une bonne image d'elle-même, une bonne image d'elle-même en tant que personne, en tant que mère. Elle a pu dire qu'elle a aimé ses enfants, qu'elle ne manquait de rien. Et je pense que ça résume bien ses capacités maternelles sur le plan affectif. Audrey décrit une mère très distante, très froide, imprévisible, agressive, qui passe son temps à faire le ménage. Un détachement que le public perçoit aussi pendant l'audience. La mère d'Audrey Chabot, c'est un bloc de glace. Finalement, elle parlait mieux à son chien qu'à sa fille. Et ça veut tout dire. Ni la mère, ni la fille ne s'est expliqué à la cour pourquoi elle a tué ce bébé. Ce qui est certain, c'est qu'Audrey ne voulait pas cet enfant, dit-elle. Ce qui est certain, c'est que la mère n'a pas pu s'opposer à cette parole prononcée par quelqu'un qui vient d'accoucher. Mais on pas donné à l'hôpital et tout ça, il y a les orphelinats. Et la mère, elle, ne joue pas son rôle de mère, d'adulte. La maman d'Audrey Chabot, même si elle était surprise de la situation, on aurait pu imaginer qu'elle ait pu dire « Bon, bah, c'est un enfant, je ne vais pas tuer un enfant ». Elle aurait pu avoir plus de recul. Une fille immature. Une mère si détachée qu'elle est incapable de raisonner sa fille ou de prendre la bonne décision. Et entre les deux, pas de parole, pas d'échange. Moi qui rêve souvent d'avoir des petits enfants ici là. Des petits enfants. De cette jeune femme qui accouche dans les toilettes, qui confie le bébé à sa mère, qui ensuite le tue et va cacher le corps. Mais elles ne reparleront plus jamais de cette scène. Pas un mot, pas un regard. Alors, si c'est pas la maison du silence, qu'est-ce que c'est? Vraiment, la maison du silence. Face à ces silences, les jurés se montrent plus sévères avec Jocelyne, cette femme de 51 ans, mère de 3 enfants qui a étranglé un nourrisson. 18 ans de prison pour elle. Sa fille, Audrey, elle, écope de 15 ans de réclusion criminelle, de peine très lourde pour ce genre de crime. Dans ces affaires de néonaticide, la justice estime quand même souvent que la maman a commis un crime, mais un crime qui est souvent lié à une solitude, à ce sont des mères souvent désemparées. La justice est quand même pas très très sévère. Là, c'est un quantum qui est quand même très élevé. Dominique Audrey Chabot est condamnée à 15 ans de prison en 2005. Et pourtant, 5 ans plus tard, elle est libre. Pourquoi ? 15 ans de prison, la sûreté légale, c'est la moitié, 7 ans et demi. Quand elle est condamnée en 2005, Audrey Chabot a déjà fait de la détention préventive. Donc en septembre 2010, elle est fondée à demander une libération conditionnelle, ce qu'elle fait. Elle a un excellent dossier. Elle s'est bien tenue en prison, elle a un projet de sortie, son père va l'héberger, une association lui a trouvé un boulot, et puis elle explique à la juge d'application des peines qu'elle veut demander la garde de son fils. Et ça, c'est un plus. Alors, le juge d'application des peines, qui s'appuie aussi sur des expertises psychiatriques, qu'est-ce qu'elles disent d'ailleurs ? Alors,
Les experts sont interrogés sur sa dangerosité. Tous soulignent son immaturité constante pendant toute la période de sa détention. Mais ils disent que Audrey Chabot ne présentera aucune dangerosité plus tard en milieu libre et que le risque de récidive est très faible. D'ailleurs, elle-même, Audrey Chabot, dit à un psychiatre en mai 2010, je cite, « Ça ne se reproduira pas car j'ai pris conscience de la chose. » La chose, c'est ce qu'elle a fait. Là où tout le monde est d'accord, Christophe, c'est que Audrey Chabot, si elle sort, elle doit faire l'objet d'un suivi psychiatrique. D'ailleurs, le juge d'application des peines va l'inscrire dans ses obligations. Elle doit avoir un psychiatre, sinon son contrôle judiciaire saute, elle peut retourner en prison. Donc, pas de dangerosité et pas de risque de récidive, on est d'accord? Oui. Et pourtant, en 2013, les gendarmes trouvent 2 bébés dans son congèle. Ben oui, mais les psys avaient prévenu. Les psys avaient dit il faut qu'elle suive une psychanalyse. Or, Audrey Chabot n'a jamais pris rendez-vous avec un psy. Mais personne s'en est rendu compte de ça? Non. Elle se présentait régulièrement au rendez-vous du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle y est allée une quinzaine de fois, jusqu'à la fin de son suivi, 23 janvier 2013. Et la conseillère d'insertion et de probation lui demandait, vous avez pris rendez-vous? Non, non, mais je vais le faire. Puis ensuite, oui, j'ai pris rendez-vous. Et puis ensuite, j'ai pris rendez-vous, mais le psychiatre va vous envoyer les justificatifs. Et cette conseillère d'insertion, elle le dira aux gendarmes en 2013. Elle leur dira, je l'ai cru, tout simplement, je l'ai cru. La suite, on la connaît. 2 bébés noyés, fin 2011 et fin 2012. Ouais, ça fait à peine 1 an qu'elle est sortie de prison. Le 26 mars 2013, un peu plus de 2 ans après sa libération conditionnelle, Audrey Chabot est donc à nouveau mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. Et devant la juge d'instruction, elle répète son besoin de garder ses bébés près d'elle. Mais tu les gardes comment? Me pas les choses. Et leur dire qu'elle les aime. Dans le frigo? Son émanation, son prolongement, ils font partie d'elle. En juillet 2013, Audrey Chabot accepte de refaire chacun de ses gestes lors d'une reconstitution. C'est pas vrai. Il y a les femmes qui... Tu les as embrassées et puis tu les as tuées. Non, tu vas que pour voir. Tiens. Dans les questions qu'on se pose classiquement dans une enquête, il y a qui, où, comment et pourquoi. Les 3 premières questions, on a rapidement la réponse. Tu accouches, tu tues, maman tu tues. C'est surtout pourquoi. Pourquoi, oui, pourquoi, après oui. une condamnation lourde à 15 ans de réclusion 15 ans, elle redivise. 8 ans d'incarcération, pourquoi est-ce qu'elle a pu non seulement recommencer, mais recommencer 2 fois? Donc ça va être un dossier qui va essentiellement porter sur la personnalité, la psychologie d'Audrey Chabot. Les psychiatres et psychologues qui avaient expertisé Audrey Chabot 11 ans plus tôt après son premier crime sont de nouveau appelés à l'examiner. On ne peut analyser un risque de récidive qu'à partir d'éléments psychiatriques. Est-ce que c'est quelqu'un d'impulsif? Est-ce que c'est quelqu'un qui délire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ordinairement violent? Or, Audrey Chabot n'avait aucune de ces caractéristiques. Donc il n'y avait, hélas, aucun facteur qui pouvait laisser penser qu'elle pouvait récidiver. Comme le magistrat, les experts s'intéressent à la vie qu'Audrey Chabot menait depuis sa sortie de prison en décembre 2010. C'est quelqu'un qui travaille, elle a un emploi de serveuse dans un bar d'Ambérieu-en-Bugey où elle donne globalement entière satisfaction. Elle décrit comme quelqu'un de serviable, comme quelqu'un de tourné vers les autres, qui ne compte pas ses heures, qui travaille, qui est souriante, qui est avenante. Ça, c'est l'extérieur, c'est la façade. L'intérieur est très différent. Il est important de comprendre le clivage qu'il y a dans sa personnalité, entre ce qu'elle donne à voir et un champ affectif, je dirais, dévasté. Je l'interroge. Dans votre famille, qui compte sur le plan affectif, avec qui pouvez-vous vous rattacher? 10 personnes. Et du reste, j'ai dû prendre un chien pour avoir de l'affection.
Il n'a plus de nouvelles de sa mère, qu'elle a croisée en détention, sans se parler. En revanche, elle continue d'avoir des relations avec son père. Ses parents ont divorcé, son père s'est remarié. Il vient la voir. Il s'inquiète, ce père, compte tenu des antécédents d'Audrey. Il se pose des questions. Mais elle ne lui dit rien. Absolument rien. Audrey Chabot est quelqu'un qui a une très forte mésestime d'elle-même. Elle se situe à une place d'objet dans sa relation à l'autre en général, singulièrement au plan affectif, et pas de sujet qui peut dire oui, qui peut dire non, qui peut donner son avis et qui s'affirme. Ouais, comme une esclave, quoi. Contrairement au crime de 2002, cette fois, Audrey a agi seule. Elle a agi seule. Le mécanisme de la mère néonaticide reste identique. On parle de personnalité asif, de personnalité comme si. Elle fait comme si la réalité n'existait pas. Elle dit qu'elle sait qu'elle est enceinte, mais elle fait comme si elle ne l'était pas. Et de toute façon, physiquement, ça ne se voit pas. Bah, ça se voit pas. Tout le monde sait que tu as un organe de ventre. Grossesse secrète que j'oppose au déni de grossesse. Et de façon synthétique, on peut retenir 1. qu'elle a une gestion de la contraception qui est très fantaisiste. 2. Qu'elle adore le fait d'être enceinte. 3. Qu'elle adore l'idée d'être mère. Et donc ça, c'est quelque chose que je découvre avec Audrey, finalement, c'est de toxicomanie à la grossesse, c'est-à-dire qu'elle se sent vraiment très bien quand elle est enceinte. Ouais. C'est quelqu'un qui a un rapport à la grossesse et aux enfants qui est quand même très pathologique. Tout se passe comme si elle avait droit de vie et de mort sur ses enfants, dans une position qu'on pourrait qualifier d'omnipotente, de toute puissance. C'est un peu comme des poupées. Et finalement, une fois qu'elle ne peut plus jouer avec, elle les tue. Et après, elle a un rapport avec eux comme on peut l'avoir avec un jouet cassé. C'est-à-dire qu'elle dit que de temps en temps, elle ouvrait la porte du congélateur et elle mettait la main sur leur corps, comme on peut le faire avec un jouet cassé. Donc elle a un rapport à ses enfants qui est un rapport à un objet. Tenter de comprendre Audrey Chabot Ou la punir sévèrement. C'est le dilemme de la justice dans cette affaire extraordinaire. Son procès s'ouvre le 27 février 2015 à Bourg-en-Bresse. En état de récidive légale, Audrey Chabot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Elle passe à mon Dieu donné. Dieu donné. On veut comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle n'a pas parlé, pourquoi elle s'est repliée sur elle-même. Dieu donné. Oh Dieu donné. Dieu donné. Presque un oiseau tombé, un peu recroquevillé, la tête baissée. Cette femme rétractée, comment dire, écrasée par son malheur. Ça, c'était frappant. La presse est là, il y a un public très important dans la salle, les vivants pâturent à tous ces regards, et pour des actes que la morale réprouve absolument. Dans ce procès, les regards se tournent aussi vers le compagnon d'Audrey Chabot, celui que les expertises génétiques ont désigné comme le père des 2 bébés tués. Il y aura une phrase terrible à la cour d'assises à propos d'Audrey Chabot. Je vais l'interroger afin de savoir s'il lui reconnaît au moins une qualité. Il me répondra oui, elle fait bien les fellations. Donc, je crois que tout est dit. Non, on appelle le conjoint au tribunal. Est-ce qu'elle avait les qualités? Il répond quoi? Oui, elle faisait bien les fellations. Bebela. Ah, oh Dieu, la mission. Mieux vaut prier. Vous savez, mes voix, il faut prier parce qu'il y a des choses que, moi je vous ai dit qu'ici là,
il ne veut plus trop prier. Mais tous les vendredis, on va prier. On fait le jeûne tous les vendredis. De 6h ici, dans ce côté, de 6h à 18h. Écoutez très bien cette histoire. Tiens! Oh. Une femme qui a tué ses enfants, mettre au congélateur, mettre au frigo en haut. Elle aimait son chien plus que ses enfants qu'elle a mis au monde. Donc elle était enceinte, elle était très contente. Parce que ça lui procurait une sensation de vivre. Quand les enfants naissent, elle ne veut plus les enfants. Elle étrangle les petits bébés. Elle met au congélateur, elle met au frigo. Au congélateur, après elle met au frigo. Maman! On demande à son conjoint. En tout cas, écoutons l'histoire-ci. Tiens! Elle décrit un homme qui la maltraite, mais elle ne le quitte pas, comme si tout vaut mieux que d'être abandonné, je dirais. Elle se sert de l'autre comme d'une charpente. C'est-à-dire que c'est ça la personnalité abandonnée, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un. Et que si l'autre vient à partir, si le couple vient à éclater, et ben elle se retrouve comme une maison sans charpente, elle va s'écrouler. Mais la personnalité d'Audrey Chabot est rapidement reléguée au second plan car ce procès à Bourg-en-Bresse, c'est celui de la récidive. Et le ministère public se montre sévère avec l'accusé. J'ai commencé mon réquisitoire en demandant à la cour jurée si par hasard on ne pouvait pas observer une minute de silence en l'honneur de ces deux enfants qui étaient morts et qui n'avaient eu quasiment pas d'existence juridique. Attention, l'infanticide n'est pas un crime ordinaire. Et la loi est plus exigeante envers ceux qui ont déjà été condamnés une fois. Oui, la récidiviste. Audrey Chabot a tué, cette fois-ci, 2 enfants. Et dans des conditions absolument épouvantables. Mais sapristi. Et imaginez, si ce n'est pas vous accouchez, société qui dépend des nourrissons qui ont entre quelques heures et quelques jours pour il faut la punir où elle est. Vivre en disant ça. C'est un crime majeur. La première fois. Ta main t'a aidé. Tu as eu 15 ans de prison, tu es sorti au bout de 5 ans. Et il requiert 27 ans de réclusion criminelle. Ah oui. Avec une période de sûreté. Mais la mort. Certains ont voulu absolument se placer sur le plan de la morale. Alors que la morale n'avait rien à voir. Non. Que c'était pas le problème. Et qu'une justice qui raisonne par rapport à la morale est forcément une justice qui va se tromper. La Cour et jury ont condamné Audrey Chabot à la peine de 23 ans de réclusion criminelle. Ouais, c'est beaucoup. Ce verdict, on l'a fait sortir, pourquoi? N'accepte pas. Audrey n'accepte pas? Le 20 juin 2016, son procès en appel s'ouvre à Lyon. Et là, les cartes sont rebattues. Car l'accusé a choisi la contraception définitive, la ligature des trompes. Et c'est un argument pour la défense. La récidive est impossible puisque médicalement ce n'est plus possible. On ne peut pas prédire l'avenir. Mais on parle de ce qu'elle a fait avant, on ne parle pas là maintenant. Avec un Bourg-en-Bresse. La première fois qu'elle est partie en prison, on n'a pas légalisé ces trompes-là. À comprendre le geste de l'accusé. Comprendre quoi? On peut se dire, elle n'a pas compris la première fois, il faut taper plus fort la seconde. Ça me paraît un peu binaire comme raisonnement, peut-être pas assez subtil pour un dossier qui est essentiellement axé sur l'évolution d'une personnalité. C'est pas aussi simple que de convaincre quelqu'un qu'il faut pas tuer. Mais tu n'es pas accouchée, elle est couchée, pas laissée là-bas dans les hôpitaux et tout ça, on va adopter. Il y a des familles qui sont sans enfants, qui veulent des enfants. Psychologique et psychiatrique. La France aussi, il y a les choses ici en France que... La justice a quand même assez peu de prise dessus, me semble-t-il. Maman. À la barre, les experts tentent d'apporter des solutions
pour éviter les récidives en matière de néonaticide. L'enseignement que nous pouvons tirer, nous, en tant qu'experts, de cette récidive, c'est la nécessité, au cours du suivi, de demander des tests réguliers de grossesse. C'est-à-dire non pas pour qu'il y ait forcément l'interruption de cette grossesse, mais qu'au moins celle-ci soit suivie. Et c'est quelque chose qui n'est rarement fait, et je pense qu'il devrait être généralisé. Même au Cameroun, à mon époque, on était suivis. On avait les rendez-vous à l'hôpital. 30 ans de réclusion criminelle. Alors la défense se lève et elle va retourner la salle. C'est une femme extrêmement dévalorisée, extrêmement culpabilisée, qui a une très faible estime d'elle-même. Oh. Et donc, elle n'est pas digne d'être mère, parce que pour être mère, il faut avoir... Mais quand tu fais l'amour sans préservatif, tu ne peux pas être mère. Et je crois qu'au moment où elle passe à l'acte, c'est véritablement... Vous savez, moi... tout le mal-être qu'elle a en elle-même. Je vous dis que si c'est moi, c'est que... Une plaidoirie... La moitié de la tête, c'est à Daï. J'ai un cœur très dur. Dès que son conseil s'est rassis, après une plaidoirie, je peux qualifier de remarquable, j'étais assez convaincue que 20 ans c'était trop. Pourquoi est-ce qu'on incarcère les gens 20 ans c'est trop, pourquoi? Et parce que d'estime qu'ils sont dangereux. 15 ans déjà. Après tu sors au bout de 5 ans. On est d'accord. Au bout de 5 ans tu sors. Ok. Mais tu recommences. Tu accouches, tu appuies. Et tu les mets au frigo. De temps en temps, elle va caresser les enfants. Audrey Chabot est condamnée à 13 ans de prison. D'accord. On était très. Il est très, c'est normal. Elle n'a pas connu l'amour, elle n'a pas connu ceci. Ça ne veut rien dire. On a été face à des magistrats et des jurés qui ont dans ma prochaine vie, je dois être avocat. Je dois être, je dis qu'elle. Telle qu'on avait pu la vivre. Président du tribunal. C'est pas encore fini. Daniel Zaguri, pourquoi ces mères tuent-elles leurs enfants? Voilà. Ce que je vais dire, c'est extrêmement cynique. Elles tuent une chose qui sort de leur ventre et qui n'a jamais été anticipée comme un enfant, parce que dans une grossesse, si vous voulez, il y a les manifestations physiques, biologiques de la grossesse, mais il y a aussi un vécu psychique. Elles n'ont jamais été enceintes psychiquement. Donc, cette chose qui sort de leur ventre, c'est ce qui vient contredire le déni qui a été le leur pendant des mois. Et donc, elles vont le faire disparaître au plus vite pour rétablir ce déni. Disparaître, oui et non. Parce qu'elles tuent, elles congèlent, et elles congèlent parfois près d'elles dans un sac. Oui, alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que généralement, il n'y a pas de grandes précautions pour ne pas être appréhendées. Hein. Donc elles font tout pour être découvertes. Elles ne font pas tout pour être découvertes, mais elles ne font pas tout ce qu'il faut pour ne pas l'être. Alors, la congélation. Je vais vous faire une double réponse. Une première réponse pragmatique, cynique, atroce. Je dirais que c'est parce que le congélateur, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour garder un bébé dans une maison. La deuxième réponse, c'est que cette chose qui est sortie de leur ventre, elles ont en quelque sorte le pressentiment que ce n'est pas une chose. Mais ça n'est pas non plus un bébé. Il n'est pas vivant, il n'est pas mort. Il est comme dans les limbes. Et le fait de le congeler, c'est comme laisser ouvert l'espoir d'une accession à la vie. Et ça nous paraît complètement fou. Mais Daniel Zaguri, qu'on le fasse une fois, bon. Oui. Mais parfois les cas s'enchaînent. Il y a quelque chose qui défie notre rationalité. Et alors, on a très vite envie de penser que ce sont des malades mentales, que ce sont des folles. J'ai donné que j'ai aimé, j'ai donné, j'ai donné. Alors, il y a un cas que vous connaissez, c'est celui de Cossé, puisque vous l'avez co-expertisé. Je t'aurais aimé, mon fils. Je t'aurais aimé. Les siens. Je ne serais pas congédé, mon Dieu donné, pourquoi on n'a plus mon fils? Oh, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. À Rue dans le Nord, le 24 juillet 2010. Et mon fils. Il est environ Mon Dieu 19 donné, heures quand le téléphone Joyce, sonne à la ma gendarmerie. fille. J'ai 2 enfants, mais moi je... qui nous explique qu'en faisant du jardinage, il a découvert des sacs plastiques contenant probablement des animaux morts. Il faut simplement savoir qu'il a bien
soit suivre et je décide par acquis de conscience d'aller faire une vérification, d'aller voir ce qu'il y a dans ces sacs. On n'a pas compris. Mes enfants. Joyce, tu es donné. Mais pourquoi mon père? Pourquoi tu passes ça à mes enfants? Mes enfants que j'ai mis. Tu es donné, Joyce. On prend un au hasard et on commence à ouvrir et on va constater tout de suite la présence d'une masse grisâtre, un peu gluante. Pour moi, rien de connu, rien de déjà vu. Mais ce qui m'étonne, c'est l'absence de poils, et alors que je m'attendais à trouver des animaux. Sur cette boule, on va rapidement voir qu'il y a quelques plis. On va découvrir un bras et le visage d'un nourrisson. J'ai donné. La surprise et l'horreur. Un cadavre de nouveau-né enterré dans un jardin. Mais... À 20h25, la brigade de recherche de Douai et les techniciens en identification criminelle prennent le relais. Je constate qu'il y a la présence de 2 fontanelles, hein, donc il y a au moins 2 bébés, hein, 2 encore corps. Après, effectivement, vient la phase enquête. À part les 3, là, il y a encore les autres. Rapidement, les propriétaires des lieux sont écartés. Leur profil d'âge ne semblait pas correspondre à ce qu'on avait découvert, puisque les cadavres et ce qu'on avait découvert malheureusement dans le jardin, c'était pas quelque chose qui avait été mis la veille. On apprend que ce corps de ferme a appartenu à la famille L'Empereur. On va chercher à connaître la composition de la famille, aussi bien les garçons que les filles. Pour la majorité des frères et sœurs, ils habitent encore dans le Douaisis. Parmi eux, Dominique, la petite dernière de la famille. Elle a 46 ans et elle vit avec son mari, Pierre-Marie Cotteret, à quelques mètres de la ferme où elle a grandi. On rencontre Madame Cotteret, qui était dans la cuisine. Donc très simplement, on se présente, le gars des recherches de Douai, on aurait besoin de vous entendre. On dit ok, demain matin, je viendrai à 8h30, 9h. On remonte dans la voiture avec mon collègue, on n'échange aucun mot. Et à ce moment-là, on se tourne l'un vers l'autre, et on s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'en général, quand on convoque les gens, ils nous demandent pourquoi. 3 jours après la découverte des sacs, à 8h30, Dominique Cotteret et son mari se présentent à la brigade de Douai en tant que simple témoin. Elle est soignante à domicile, donc elle fait un métier où elle rend service aux gens. Elle fait son environnement familial, sa vie, elle est mariée, elle a 2 enfants. 2 filles d'une vingtaine d'années, dont une, la deuxième, a surpris tout le monde à sa naissance. D'après sa famille, Dominique a en effet caché qu'elle était enceinte. Je la pousse en disant, mais si vous l'avez caché la deuxième, pourquoi vous n'auriez pas caché la troisième et la quatrième? Et on voit qu'elle commence à vraiment être très mal. Et on a fait une petite pause pour qu'elle se calme un peu. Et puis on a repris l'audition. Assez rapidement, elle a dit que c'était elle. En fait, c'était 2 de ses enfants qu'elle avait mis à enterrer. Il est 11h, Dominique Cotteret est placée en garde à vue. Et elle raconte tout. Ça s'est passé en 1989, puis en 1991. Lorsque les contractions viennent, elle va s'isoler dans les toilettes, elle va accoucher seule en essayant de retenir ses cris. Alors là, dans des conditions extrêmement rudimentaires. La femme est la plus méchante du monde. La femme, c'est de... On est cruel, c'est une femme. On est cruel. Sa poubelle, et en fait, elle l'a étouffée. C'était assez dur parce que
Quand je lui ai posé la question, est-ce que le bébé a crié? Elle a dit, bah, je crois que le premier a crié. On a un coup dans le moral quand même. Et le deuxième bébé, comment vous avez fait? Elle explique, elle dit, bah, le deuxième bébé, je me souviens plus s'il a crié. Puis je dis, bah, c'était un garçon ou une fille? Elle dit, bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Les gendarmes sentent que Dominique Cotret leur cache encore des choses. Dominique Cotret parlait souvent de sa poubelle de couleur noire. Or, lors des constatations, il s'agissait de sa poubelle de couleur bleue. J'ai pris la décision de lui montrer les photos des sacs poubelles et des sacs. Je la vois, pareil que la première fois, blocage. C'est là que j'ai refait une pause. Je dis, bon, on va faire une petite pause parce que là, pas bien. Et c'est elle qui a commencé à me reparler de ces sacs. Elle m'a déclaré, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc je vous avoue que ça, sur l'instant, on a été un petit peu surpris. Parce que là, je ne comprends plus. Hein. Parce que moi, dans mon esprit, il n'y en avait plus d'autres. On en avait trouvé deux, voilà. Oh, oui. Voilà, je me suis dit, mais combien, quoi et elle n'arrive pas à nous donner un chiffre exact. Elle a consenti à nous expliquer, à nous dire, voilà, les sacs se trouvent dans mon logement, à Villers-au-Tertre, sous l'ancien emplacement de la cuve à fioul. Impossible d'emmener Madame Cotret, parce qu'elle n'était pas dans un état physique pour qu'on puisse l'emmener, c'était impossible. Donc on emmenait le mari avec nous. Garage, on trouve ce qu'elle nous a dit. Quand on enlève les pots de fleurs en plastique qui étaient dessus, qui étaient des sacs de poubelle en fait. Il y a combien d'enfants? On ouvrait des sacs, il y avait d'autres sacs. Pour te plier, c'est difficile, hein? Il faut vraiment t'aimer pour te plier. Tiens! Les enfants. Et le mari qui était à côté, il ne voulait plus regarder. Le mari, il ne voulait pas, il était assis, il pouvait. À la fin, on ne savait même plus combien on en avait. Et au total, voilà, on trouvera 6 autres bébés. Elles sont dans un état de conservation assez étonnant, plus technique, enfin, c'est ce qu'on appelle un état de saponification. C'est un petit peu le corps se momifie en fait. Hein. Psychologiquement, ça a été difficile. C'était le soir, j'ai mal dormi, honnêtement, j'ai mal dormi ce soir. Maman. Des cadavres, j'en ai fait. 8 bébés, c'était la première, j'espère la dernière fois. Huit infanticides, du jamais vu en Europe. Les gendarmes ont des aveux, mais l'enquête est loin d'être terminée. Dominique Cotret a-t-elle tué ses enfants toute seule? Est-ce que quelqu'un était au courant? Et puis, pourquoi ces crimes? Le lendemain matin, le 28 juillet 2010, sa garde à vue et celle de son mari reprennent. C'était assez délicat de dire à Madame Cotret, en fait, il y en avait 6 dans les sacs dans le garage. Ça, c'était assez difficile. Donc, je voulais avoir des explications sur comment on l'avait fait sur les 6 autres. La manière d'opérer était la même que sur les 2 premiers. Ça fait un peu froid dans le dos, puisque on se dit, bah, cette dame, elle était enceinte, elle a accouché, elle les a mis dans les sacs poubelles, mais elle ne sait pas combien de fois elle l'a fait. Et pourquoi elle a continué à le faire? Puisque on se dit, bah, il y a des moyens de contraception, il y a des choses qu'on... Vraiment, la contraception. Ah, c'est bon. Donc ça a été compliqué à un moment de... Et les pilules, il y a tout. Les gendarmes insistent. Pourquoi avoir caché 8 grossesses et tué 8 bébés? Il faut prendre le temps d'écouter. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est très introverti, qui a du mal à dire les choses. La question avait été posée à Dominique Cotret si elle n'avait pas été victime d'un inceste, ou d'une agression, ou d'un viol, ou d'une quelconque agression sexuelle. On lui demande qui est le père, hein, et on lui demande ensuite ses motivations, la raison de ses infanticides. Et de se dire, elle a voulu cacher les enfants à son mari,
Elle n'a jamais eu de relation extra-conjugale d'après toute la famille. Je lui pose la question quand même, et à aucun moment elle a de doute, elle dit non, c'est lui, c'est mon mari. En fin de garde à vue, lors de sa 7e audition, Dominique Cotret finit par lâcher une explication. En fait, elle a peur des docteurs. Elle ne veut plus être auscultée, puisque lors de l'accouchement de sa première fille, elle a été confrontée, dit-elle, à une sage-femme qui l'a clairement malmenée. Ils ont dû utiliser une ventouse pour sortir l'enfant. La sage-femme me disputait par rapport à mon poids. Et Dominique Cotret a fait un rejet du corps médical dans son ensemble. Aucune contraception, aucun suivi gynécologique. Dominique Cotret est tombée enceinte 8 fois à partir de 1989 et elle a tué ses 8 bébés. Les 2 premiers, elle raconte que ce n'est pas elle qui les a mis dans le jardin. Elle s'étonne de leur présence enterrée dans le jardin. Elle les avait laissés dans le grenier de l'habitation de la ferme. Donc ça n'a aucune explication. Et ma foi, son récit assez spontané nous laisse croire qu'effectivement, elle dit la vérité à ce sujet. Quelqu'un d'autre les aurait donc déplacés. Les 6 autres bébés, elle ne les a pas tout de suite cachés dans le garage. Pendant des années, ils sont restés tout près d'elle. Et à un moment donné, elle les a mis dans l'armoire qui se trouve dans la chambre parentale. Et en fait, voilà, quasiment au pied du lit. Mais est-ce qu'elle a fait tout ça toute seule? On s'est posé la question, effectivement, comment le mari ne s'est jamais aperçu que son épouse était enceinte. Notamment, donc 8 fois en plus. En garde à vue, le mari jure qu'il ne savait rien. Ce que sa femme a fait, c'est une honte. En fait, Dominique Cotret est une personne qui est obèse et qui s'habille toujours de manière à cacher ce corps dont elle nous a dit avoir honte. Donc en fait, je pense que son mari, physiquement, n'a jamais remarqué qu'elle était enceinte. Je lui dis, mais quand vous accouchez, il y a du sang, il y a des... C'est pour ça, votre mari s'en est jamais aperçu. Il dit, bah non, soit elle faisait ça dans les toilettes, soit sur son lit, et elle rangeait tout. Le juge se laisse aussi convaincre. Entendu pour recel de cadavre, Pierre-Marie Cotret est finalement placé sous le statut de témoin assisté. Sa femme, elle, est mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, et elle est immédiatement incarcérée. Et l'instruction se poursuit. Comment cette aide-soignante de 46 ans, aux petits soins pour sa famille, en est arrivée à étouffer 8 bébés? Une instruction qui suscite beaucoup de curiosité. Ça allait être le plus gros infanticide de l'histoire judiciaire française. Donc ça pouvait pas être anodin et ça pouvait pas ne pas intéresser les médias. Et ça les a intéressés en France et à l'étranger, et notamment en Corée. Parce que depuis l'affaire Courgeot, les Coréens sont très intéressés à ces histoires d'infanticide français. Voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que c'est une de nos spécialités. Il y a les médias du monde entier qui débarquent à Villers-au-Tertre. C'est un petit village de 610 habitants à 15 km de Douai, petit village tranquille. Il y a vraiment une stupéfaction parce que c'est vraiment Dominique Cotret, c'est la mère modèle, dévouée, grand-mère idéale, toujours prête à rendre service, très discrète. Donc il y a une espèce de sidération. Tout de suite, il y a ce côté, c'est l'enfant du village. Il y a une espèce de défense tout de suite, d'empathie, de compassion énorme dans cette affaire. Le village fait bloc derrière Dominique, comme son mari d'ailleurs, qui la soutient sans relâche devant les caméras. Je peux pas partir d'une femme comme ça, c'est pas possible. Pas possible. Les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent. C'est mon épouse, c'est tout quoi. Mais au fil des mois, la famille de Dominique Cotret se divise, jusqu'à imaginer l'inimaginable et le souffler aux gendarmes. On a décidé, avec les juges d'instruction, de mettre la totalité de la famille sur écoute
cette mise sur écoute avait surtout pour but d'avoir des éléments nouveaux à exploiter. L'un des beaux-frères de Dominique Cotteray a dit dans la discussion avec une sœur que, selon lui, il ne serait pas étonné que Dominique Cotteray ait eu des relations sexuelles avec son père. Un inceste. Le beau-frère Eton boucle sur cette explication. La juge veut en avoir le cœur net. Alors, le 2 février 2011, Dominique Cotteray est de retour dans son bureau. Le procureur est là, lui aussi. Pour un nouvel interrogatoire, le 5e en 6 mois. On est tous dans l'envie de comprendre. Et en réalité, Madame Cotteray, elle est horripilante. Elle est horripilante parce que elle n'est pas claire. Au cours d'un même interrogatoire, elle peut dire tout et son contraire. Ce jour-là, la juge décide d'aborder cette question de l'inceste avec Dominique Cotteray. Elle a dit non, mon père est un type très bien, j'ai beaucoup aimé mon papa, j'avais même une relation privilégiée avec lui, j'étais une de sa fille préférée. L'avocat de Dominique Cotteray s'y met aussi. Il a envie de savoir, il a envie de comprendre. Donc, on lui laisse poser toutes les questions qu'il veut, aussi librement qu'il le veut. Donc il insiste. Et on insiste tellement qu'on obtient donc les réponses. Son père savait. Il savait qu'elle avait tué ses bébés. Elle lui racontait tout. C'était un secret entre elle et lui. Alors l'avocat de Dominique Cotteray revient sur cette histoire d'inceste. Encore et encore. Jusqu'à lui expliquer ce qu'est un inceste. Elle nous dit, finalement, c'est... Ouais, mon papa m'a violée. Eh ben. Que ces relations commencées dans l'enfance se perpétuent une fois qu'elle est mariée, après son mariage. On s'est tous dit, ah, enfin, voilà, elle nous le dit. Ce qu'on attendait, elle nous le dit, et on a l'explication. Et on a une explication simple, voilà, et presque rassurante. Dominique Cotteray avait peur que ses bébés soient les enfants de son père, mais les gendarmes ont écarté cette éventualité depuis plusieurs mois déjà. Cette théorie, au niveau de l'enquête, a été un peu mise de côté après l'obtention des résultats d'ADN des bébés, puisqu'on a su de manière officielle que les parents des 8 bébés étaient Cotteray et son mari. Si les bébés ne sont pas de son père, ça ne prouve pas qu'elle n'a pas couché avec lui. Mais il n'y a aucune preuve de cet inceste. Et le père de Dominique Cotteray est mort 3 ans plus tôt. Pourtant, l'explication satisfait tout le monde. Magistrats, avocats, mais aussi journalistes, qui font leur chou gras de cette révélation. C'est une déflagration, ça va avoir des retentissements sur sa famille, sur ses filles. C'est très compliqué, c'est lourd. Et puis à la suite de ce papier où on révèle la théorie de l'inceste, on a un coup de téléphone d'un membre de la famille qui est très en colère et qui n'y croit pas une seconde et qui regrette qu'on salisse la mémoire du grand-père. Oui, ce coup de fil est peut-être assez symptomatique de ce qui se passe dans l'univers de Dominique Cotteray. On comprend que là où elle est née, là d'où elle vient, on ne parle pas. Des taiseux, Dominique Cotteray et sa famille. Mais la juge d'instruction a besoin d'explications. 2 collèges d'experts psychiatres vont se pencher sur la personnalité de l'accusé. J'ai l'impression qu'elle est en quête de se comprendre elle-même, et donc je dirais que l'entretien expertal, j'ose le dire, était un bonheur. On a envie de la prendre dans les bras et de la consoler. Elle est au-delà de la douleur. C'est une douleur en soi. Elle tuait quand même.
Elle est totalement sincère en commençant par décrire la peur qu'elle a du regard des autres. J'ai peur d'être considéré comme un monstre, et même, est-ce que je ne suis pas un monstre? Dominique Cotteray se confie, et très vite un premier traumatisme émerge. L'élément le plus important, c'est le fait qu'elle était grosse, obèse, et la souffrance de cet état de fait dans le regard des autres. Vers l'âge de 15-16 ans, elle avait déjà plus de 85 kilos. Et pour 1m55, et comme vous le savez, les enfants sont impitoyables. Et elle a subi tous les quolibets possibles et elle était mise à l'écart. Et une fois adulte, son poids est resté tabou. 1m57 pour 130, voire 140 kilos. Une obésité qui lui a donc valu un premier accouchement difficile. Et ce traumatisme-là, il lui est infligé par la sage-femme, qui lui dit « À ma grosse, la prochaine fois, il faut que tu perdes 30 kilos. » Dans ce témoignage, est-ce qu'il y a du factuel et puis des choses un peu interprétées? Peu importe à la limite. On voit que la manière dont elle l'a vécu, quand on est à l'écoute, prend valeur traumatique dans son histoire. L'obésité, de possibles maltraitances gynécologiques et surtout, Dominique Cotteray maintient devant les psychiatres qu'elle a bien été victime d'inceste. Les histoires incestueuses qui continuent au-delà du mariage d'une jeune fille qui a été touchée dans son adolescence sont plus rares. Mais elle a une telle manière de le raconter que ça sonne juste. Madame Cotteray, elle est gentille et jamais elle ne dirait du mal de son père. Elle n'a jamais prétendu qu'elle avait été forcée de manière violente par son père. La formule, je vous la répète, tout ce que j'ai senti, c'est qu'il poussait. Maintenant, c'était très sobre, très restreint comme discours. Je cite presque texto. Pour moi, finalement, quand on faisait l'amour, ce n'était pas un père, mais un homme. Et un homme qui semblait m'apprécier, un homme qui semblait m'aimer. Reste maintenant à parler des faits avec l'accusé. Elle n'est pas dans le déni de grossesse, elle se sait enceinte. Elle n'est pas dans le clivage, elle est dans le brouillage. Elle ne voit rien, elle ne mentalise rien, elle ne projette rien. C'est une grossesse non sociabilisée, qui n'est jamais investie par le psychisme de la femme comme un enfant à naître. Elle tue quelqu'un qui n'existe pas pour elle. Voilà la vérité clinique profonde. Les 8 bébés, elle ne s'en est jamais séparée. Alors un jour je lui dis, mais pour les 2 premiers, vous étiez dans une maison et vous étiez chauffé avec un poêle à charbon. Pourquoi n'avez-vous pas brûlé les corps? On a dit, ah ben non, ça leur aurait fait trop mal. C'est ça le phénomène inexplicable. Ça leur aurait fait trop mal. On comprend pas. On comprend pas cette réponse. On ne comprend pas cette réponse parce qu'elle défie évidemment tous nos repères cartésiens. Mais si on parvient à réaliser que pour ces femmes, cette chose qui est sortie de leur ventre n'est ni un bébé vivant ni un bébé mort, qu'il est entre les deux et qu'elle le garde auprès d'elle pour ne pas s'en débarrasser justement comme d'un simple objet, on peut comprendre qu'elles aient, comme Dominique Cotteray, cette idée que ça fait mal,
ou cette idée qu'il faut laisser les cadavres les uns à côté des autres pour qu'ils puissent jouer ensemble. Je vais être sûr de bien comprendre. Quand vous dites cette chose, c'est-à-dire que la chose, c'est l'enfant. Elles perdent les os et c'est une surprise de voir arriver l'enfant. Alors, on ne peut pas généraliser. Il y a des dénis de grossesse tout à fait caractéristiques. Oui. Et puis, il y a des situations cousines, on va dire. Donc, elles peuvent avoir le pressentiment qu'elles sont enceintes, elles peuvent l'avoir su, et elles peuvent l'avoir refoulé. C'est-à-dire, elles l'ont su, j'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson. Hein. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie d'y penser, et qu'il y a en quelque sorte un déni de l'inéluctabilité du terme de la grossesse, parce que ça finit toujours, une grossesse au bout de 9 mois. Alors, elles n'y pensent pas. En général, ce sont des femmes qui sont plutôt taiseuses, et l'arrivée de cet enfant, cette chose, sonne quand même comme une libération, non? Non, c'est pas une libération pour elles, c'est un vécu catastrophique, il y a une chose qui sort dans la douleur, et elles improvisent des gestes. Je parle quand c'est une fois, pas quand c'est 8 fois. Bon. Et la libération, après avoir dit 2 ou 3 mensonges aux enquêteurs, en général très vite, elles disent la vérité, et là commence quelque chose qui est de l'ordre de la honte, évidemment, mais aussi d'une forme de libération, en effet. Une honte qu'une journaliste saisit quand Dominique Cotret est libérée sous contrôle judiciaire le 2 août 2012 et qu'elle accepte de se dévoiler. Un peu. On est de part et d'autre de la table de la cuisine. Il y a un canari orange dans la cage et c'est lui qui ponctue en fait la discussion. Enfin, le canari, le tic-tac de l'horloge, on a le poids du non-dit qui est là. Et en même temps, elle a dit sa vérité. Elle explique qu'elle aurait tellement aimé qu'à un moment, il y ait quelque chose de divin, de l'ordre du divin, qui serait venu l'aider à sortir de cette spirale infernale. Cadenasser Dominique Cotret. Quand ses avocats la pressent de s'ouvrir, de parler, de s'humaniser. En prévision d'un procès qu'il redoute et tente d'éviter en invoquant la prescription des faits. Dominique Franck Berton et Marie-Hélène Carlier, les avocats de Dominique Cotret, ferraillent dur depuis 2011 pour faire reconnaître la prescription. D'abord, que dit la loi? Alors, en matière criminelle, à l'époque, la prescription, elle est de 10 ans après les faits. Le problème, c'est que Dominique Cotret, elle est incapable de dater la naissance et donc la mort de ses enfants. On sait simplement que pour les 2 premiers, nés en 89 et 91, les faits sont prescrits. Ensuite, elle dit aux enquêteurs « Je n'ai plus été enceinte après 2003-2004 ». Donc la question, c'est est-ce qu'elle a eu un enfant ou des enfants entre juillet 2000 et 2003-2004 parce que ces faits-là ne seraient pas prescrits. Donc, l'instruction doit dater des cadavres. Est-ce que c'est possible, ça? Non, c'est impossible, compte tenu de l'état des corps des bébés qui ont été retrouvés dans le jardin. En revanche, les enquêteurs ont une idée. Dominique Cotret est épileptique. Elle prend un traitement depuis 1991 qui a évolué avec le temps. On a changé son traitement. Et les enquêteurs vont demander à des toxicologues s'il est possible, en étudiant la peau, les cheveux du bébé, d'y retrouver des traces, des molécules, des médicaments que prenait leur maman, et à partir de là, d'en déduire une période de naissance. Et d'après ces analyses, pour 7 bébés, il y a prescription. La question se pose pour le 8e. Donc, la question est de savoir s'il est né avant ou après le 24 juillet 2000. Oui, et pour l'avocat de Dominique Cotret, Franck Berton, c'est impossible de le dire. Pour lui, les experts ne peuvent pas être aussi précis à 2 ou 3 mois près. Donc, Franck Berton adresse à la juge d'instruction une demande de constatation de la prescription de l'action publique. Demande rejetée, Franck Berton fait appel, demande rejetée une seconde fois, l'avocat se pourvoit en cassation. Entre-temps, Dominique Cotret sort de prison et en août 2014, la Cour statue, Dominique Cotret est renvoyée devant une cour d'assises. Mais je ne comprends pas, Dominique. Les faits sont prescrits et elle est quand même renvoyée devant une cour d'assises. C'est la première fois dans une affaire criminelle
que la Cour considère que le délai de prescription de 10 ans peut être suspendu dès lors qu'un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles. Et en l'occurrence, cet obstacle insurmontable, c'est quoi? C'est l'obésité de Dominique Cotterêts, qui lui a permis de cacher ses grossesses à son entourage. C'est-à-dire que comme personne ne s'est aperçu du fait qu'elle était enceinte, personne n'a pu engager des poursuites après que ces bébés ont disparu. C'est ça l'obstacle insurmontable. Dominique Cotterêts donc renvoyé devant la cour d'assises pour octuple assassinat. Une semaine avant le procès, le procureur annonce qu'il va donner un nom à chacun des bébés. Jusqu'ici, les 8 bébés sont des scellés, donc ils ont des numéros. Je voulais qu'on comprenne bien tous qu'on parlait d'êtres humains qui avaient été tués et même assassinés, et non pas de bébés chats. C'est une démarche qui pose question dans ce dossier où on sent que pour cette femme, justement, tout l'enjeu est là. Est-ce que vraiment ça a été des enfants pour elle à un moment ? C'est l'une des questions centrales du procès qui s'ouvre à Douai le 25 juin 2015. Le public découvre la femme qui a tué ses 8 bébés. Maman. Quand elle apparaît, il y a une réaction d'étonnement. Elle porte un très long gilet gris. Il fait canicule dehors et on sent qu'elle se protège dans ce gilet. Les premiers jours d'audience, il est question de sa vie de mère, de grand-mère, mais aussi de femme. Elle partage son temps entre le travail, le soin qu'elle prodigue aux autres en étant soignante, le soin qu'elle prodigue chez elle en étant petit soin pour les siens, en portant le café à son mari dès le réveil, en préparant la gamelle pour le midi. Il n'y a pas d'espace pour elle, il n'y a pas de place pour elle. Elle a une vie de couple pas forcément épanouissante pour une femme. Le mari est entendu longuement. On voit un homme qui se débat en silence, qui se dit amoureux, qui écrit des lettres quand sa femme est en prison, qui lui dit « J'espère que tu vas rentrer bientôt, qu'on va faire mon manger ». La défense explique le geste de sa cliente. Elle porte un très long gilet gris, il fait canicule dehors et on sent qu'elle se protège dans ce gilet. Les premiers jours d'audience, il est question de sa vie de mère, de grand-mère, mais aussi de femme. Elle partage son temps entre le travail, le soin qu'elle prodigue aux autres en étant soignante, le soin qu'elle prodigue chez elle en étant petit soin pour les siens, en portant le café à son mari dès le réveil, en préparant la gamelle pour le midi. Il n'y a pas d'espace pour elle, il n'y a pas de place pour elle. Elle a une vie de couple pas forcément épanouissante pour une femme. Le mari est entendu longuement. On voit un homme qui se débat lui-même avec ses propres silences, qui se dit amoureux, qui écrit des lettres quand sa femme est en prison, qui lui dit « J'espère que tu vas rentrer bientôt, qu'on va faire mon manger ». La défense explique le geste de sa cliente par ce sentiment de solitude, avant d'aborder la question de l'inceste. Le 29 juin 2015, au 4e jour d'audience, elle est au cœur des débats. Je descends de l'estrade et je me positionne face à elle. Mme Cotterêts, je la connais bien. Hein. La meilleure façon donc de lui parler, c'est d'être proche d'elle. Et donc je lui dis, écoutez, maintenant on a besoin de savoir. Est-ce que vous avez été victime d'inceste ou pas? Et donc j'essaye de la remuer un petit peu. Et je lui dis, si vous nous montez sur ce sujet, tout le monde croit que votre père est un salopard alors que c'est un brave homme. Et elle dit, non, j'ai été victime d'inceste. Je remonte, moi, donc, à mon bureau, et là, Maître Berton repart sur le même sujet. Et il la ménage pas. Il disait, vous avez compris hein, que le procureur vous traite de menteuse. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on sache. Écoutez, le plus simple, vous avez qu'à jurer sur la tête de vos filles que votre père vous a violé. Et là, Mme Cotterêts a un petit mouvement de recul et dit, avec une toute petite voix, non. Tout le monde dans la salle comprend qu'il vient de se passer un petit théâtre, qu'elle vient de changer de position. Ouais. Les experts psychiatres attendus au lendemain de cette révélation viennent mais tu devais dire oui, non. Au procureur, mais là, c'est non. J'ai présenté mon analyse en disant, in fine, l'inceste, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça pour expliquer la mécanique répétitive. Oui, elle tuait, elle enceinte l'enfant, elle tue. Si l'inceste avait été là, ça aurait été un élément
complémentaire d'explication, mais pas un élément central dans l'affaire de ce qui s'est joué. Voilà. Regardez là, une tueuse d'enfants. Elle connaît ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Elle a un syndrome de stress post-traumatique de toute sa vie. C'est une suite. Non. J'ai présenté mon analyse en disant, in fine, l'inceste, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça pour expliquer la mécanique répétitive des néonaticides chez Dominique Cotrez. Si l'inceste avait été là, ça aurait été un élément complémentaire d'explication, mais pas un élément central de la mécanique de ce qui s'est joué. Regardez là. Moi j'insiste à propos du fait qu'elle connaît ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Elle a un syndrome de stress post-traumatique de toute sa vie. C'est une suite de petites violences qui paraissent comme ça. Je ne suis pas d'accord. Si nous tous, avec tout ce que nous on a vécu, on devait tuer nos enfants, on devait faire du mal, le monde se serait dit, il y aura que les criminels. Dis donc, est-ce ce qu'elle faisait? Non, je repars là. Voilà, c'est ici que moi j'aime bien. Vous allez écouter l'histoire. La femme, non, c'est une tueuse, c'est tout. Donc elle est contente, les enfants jouent dans son ventre, elle est contente. Mais dès qu'il naît, elle les écrase avec son corps. Bon, elle s'assoit sur eux. Tchii. La France, c'est pardon. Berton adresse à la juge d'instruction une demande de constatation de la prescription de l'action publique. Demande rejetée. Franck Berton fait appel. Demande rejetée une seconde fois. L'avocat se pourvoit en cassation. Entre-temps, Dominique Cotrez sort de prison. Et en 2014, la cour statue. Dominique Cotrez est renvoyée devant une cour d'assises. Mais je comprends pas, Dominique. Les faits sont prescrits et elle est quand même renvoyée devant une cour d'assises. C'est la première fois dans une affaire criminelle que la cour considère que le délai de prescription de 10 ans peut être suspendu dès lors qu'un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles. Et en l'occurrence, cet obstacle insurmontable, c'est quoi? C'est l'obésité de Dominique Cotrez, qui lui a permis de cacher ses grossesses à son entourage. C'est-à-dire que comme personne ne s'est aperçu du fait qu'elle était enceinte, personne n'a pu engager des poursuites après que ses bébés ont disparu. Son mari pouvait quand même voir. Dominique Cotrez est donc renvoyé devant la cour d'assises pour octuple assassinat. Une semaine avant le procès, le procureur annonce qu'il va donner un nom à chacun des bébés. Jusqu'ici, les 8 bébés qui ont des numéros. Je voulais qu'on comprenne bien tous qu'on parlait d'êtres humains qui avaient été tués et même assassinés, et non pas de bébés chats. C'est une démarche qui pose question dans ce dossier, où on sent que pour cette femme, justement, tout l'enjeu est là. Est-ce que vraiment ça a été des enfants pour elle à un moment? C'est l'une des questions centrales du procès qui s'ouvre à Douai le 25 juin 2015. Le public découvre la femme qui a tué ses 8 bébés. Attends. Quand elle apparaît, il y a une réaction d'étonnement. C'est l'une des questions centrales du procès qui s'ouvre à Douai le 25 juin 2015. Le public découvre la femme qui a tué ses 8 bébés. Quand elle apparaît, il y a une réaction d'étonnement. Elle porte un très long gilet gris. Il fait canicule dehors et on sent qu'elle se protège dans ce gilet. Les premiers jours d'audience, il est question de sa vie de mère, de grand-mère, mais aussi de femme. Elle partage son temps entre le travail, le soin qu'elle prodigue aux autres en étant une soignante, le soin qu'elle prodigue chez elle en étant petit soin pour les siens, en portant le café à son mari dès le réveil, en préparant la gamelle pour le midi. Il n'y a pas d'espace pour elle, il n'y a pas de place pour elle. Elle a une vie de couple pas forcément épanouissante pour une femme. Le mari est entendu longuement. On voit un homme qui se débat lui-même avec ses propres silences, qui se dit amoureux, qui écrit des lettres quand sa femme est en prison, qui lui dit « J'espère que tu vas rentrer bientôt pour en faire mon manger ». La défense explique le geste de sa cliente par ce sentiment de solitude.
avant d'aborder la question de l'inceste. Le 29 juin 2015, là alors que ça m'intéresse. Au 4e jour d'audience, elle est au cœur des débats. Je descends de l'estrade et je me positionne face à elle. Madame Cotterêts, je la connais bien. Hein. La meilleure façon donc, de lui parler, c'est d'être proche d'elle. Et donc je lui dis, écoutez, maintenant on a besoin de savoir. Est-ce que vous avez été victime d'inceste ou pas? Et donc j'essaye de la remuer un petit peu. Et je lui dis, si vous nous montez sur ce sujet, tout le monde croit que votre père est un salopard alors que c'est un brave homme. Et elle dit, non, non, j'ai été victime d'inceste. Je remonte, moi, donc, à mon bureau, et là, Maître Berton repart sur le même sujet. Et il la ménage pas. Il disait, vous avez compris hein, que le procureur vous traite de menteuse. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on sache. Écoutez, le plus simple, vous avez qu'à jurer sur la tête de vos filles que votre père vous a violé. Et là, Mme Cotterêts a un petit moment de recul et dit, avec une toute petite voix, non. Et là, tout le monde dans la salle comprend qu'il vient de se passer un coup de théâtre, qu'elle vient de changer de position. Donc, ça veut dire qu'elle tuait délibérément. Elle tuait parce qu'elle voulait tuer ses enfants. Parce qu'on ne pense que c'est parce que son père l'avait violé, alors que c'est faux. J'ai présompté mon analyse en disant, in fine, non. L'inceste, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça pour expliquer la mécanique répétitive des néonaticides. Oui, mais il fallait quand même qu'on sache pourquoi elle a commencé. Il faut quand même un déclencheur. Complémentaire d'explication, mais pas un élément central de la mécanique. Oui, c'est vrai, c'est pas un élément central, mais il faut quand même commencer quelque part pour arriver dans cette situation. J'insiste à propos du fait qu'elle connaît ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Elle a un syndrome de stress post-traumatique de toute sa vie. C'est une suite de petites violences qui paraissent comme ça anodines, mais mises bout à bout, on a une espèce de destin, de vie de femme qui se dessine comme ça et qui permet de comprendre, encore une fois sans justifier, mais de comprendre comment elle en est arrivée là. Les psychiatres demandent que l'altération du discernement soit retenue. Ouais. Et le 1er juillet, l'avocat général se lance dans ses réquisitions. J'avais vécu, entre guillemets, avec Mme Cotterêts pendant 4 ans, au point qu'à la fin, je ressentais une sorte d'empathie. Mais je me disais, tu risques de requérir un peu bas. Elle avait quand même tué 8 bébés, et quand on tue 8 êtres humains, ça peut pas être une peine de principe, ça peut pas être une peine symbolique. Non. Et c'est pour ça que j'ai requis 18 ans de réclusion criminelle. Beaucoup ont été surpris de la sévérité de mes réquisitions. Moi-même, j'étais qu'à moitié satisfait. Moi, je pensais véritablement que l'affaire Courgeot, je pensais que les articles qui avaient eu lieu dans la presse, je pensais que les avis des experts médicaux avaient fait avancer les choses, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'on juge un néonaticides. Elle va faire l'amour encore avec son mari, elle va tomber enceinte, elle va encore tuer quoi. Les avocats, les jurés entendent la défense. Après 5 heures de délibéré, Dominique Cotterêts est condamné pour 1 meurtre et 7 assassinats à 9 ans de réclusion criminelle. Elle a dit sa satisfaction, elle a dit sa joie d'avoir été entendue, pour une fois, d'avoir été comprise, pour une fois, qu'on puisse enfin l'accompagner, et au-delà de la peine d'élimination qui avait été requise de 18 années de réclusion criminelle, les 9 ans pour elle sont un soulagement. Et Danielle Zaguri, elle a tué 8 bébés. Est-ce qu'il y a un élément qui aurait pu la faire sortir de cette spirale? Il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans ces histoires de néonaticide, qui est le partage du déni par l'entourage. Ce qui peut interrompre ce processus terrible, c'est une grand-mère, un médecin, une maman, un mari, qui tout d'un coup se dit mais c'est pas possible. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est la reprise d'un processus normal. Oui, mais... Et on est frappé, par exemple, de voir qu'une femme qui a le ventre plat, à partir du moment où elle se sait enceinte, tout d'un coup, va avoir, en quelque sorte, les signes physiques de la grossesse qu'elle n'a pas eu tous les mois précédents. Oui. Il y a une espèce de switch parce que tout d'un coup, elle est enceinte psychiquement. Oui.
Dominique Cotterêts a purgé sa peine. Elle est sortie de prison le 3 juillet 2018 et elle est restée mariée à Pierre-Marie Cotterêts. Vraiment. En tout cas, ce sont des histoires que moi je préfère regarder. Parce que moi, je n'ai jamais regardé cette histoire. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires à regarder et tout ça. Moi, ça me fait plaisir, mais parce que ça me fait du mal. Parce que tu es quand même 8 enfants, c'est... et les garder auprès de toi. Mais si on tue, ça veut dire qu'on va jeter. Si je tue les moustiques, je jette. Je ne sais même pas. Attends, je balaye et puis bah, ça va à la poubelle. Mais tu es en possession, c'est que tu tues, n'est-ce pas? Mais tu gardes. L'autre tuer, elle garde jusqu'à aller caresser l'enfant dans les glaçons. On lui demande pourquoi tu gardes. Elle dit que non. Parce que... Et on lui a dit qu'il y avait le feu. Tu avais une cheminée chez toi, tu faisais le feu. Pourquoi ne pas les brûler une fois? Elle dit que... Elle ose. Je ne sais pas. Je ne peux pas la qualifier. Je ne sais pas quoi. Tu sais, dans notre tas psychologique et tout ça, les schismes qu'on a dans notre cerveau de malade mental là. Elle dit carrément que elle ne voulait pas les jeter, les brûler. Pas, parce que les enfants allaient avoir mal. Toi, quand tu as appuyé le cou des enfants, n'est pas mais tu as appuyé le cou d'un nouveau-né. Tu as vu comme des veilles rouges parce que le nouveau-né n'est pas toi. C'est quoi? C'est comme une souris. Quelque chose qu'on cajole. Dès qu'elle fait ça, tu restes même 3 heures. Tu regardes ton bébé comme ça, c'est moi, c'est mon enfant. Tu la cajoles, les bijoux, les biberons. Dès qu'elle fait gnac, tu es déjà là. Pour montrer ton amour à ton enfant. Mais toi, tu ne joues même pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 8 fois. Parce que sous prétexte qu'on t'a traité d'obèse. C'est quelque chose qui est assez... je ne comprends pas. En tout cas, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est lui seul qui sait. C'est pour ça qu'il faut prier pour avoir un esprit clair, un esprit d'amour. Que l'esprit de honte quitte sur nous. Oui. Comment tu peux être grand-mère? Tu as 2 enfants. La première, même, oui. La deuxième, elle a aussi fait parce qu'elle ne pouvait pas tuer, elle ne savait pas. Mais les autres là, tu tues 8 enfants. Attends, il y a la compte. Parce qu'une femme t'avait dit que si on suit tout ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe, les mots qu'on nous lance souvent quand on est déjà pour accoucher, ça fait quoi? Donc c'est grâce à un mot qu'une sage-femme t'a dit à l'hôpital que ma belle, il faut, la prochaine fois, il faut mériter de 30 kilos. C'est pour ça que... Mais pourquoi tu fais l'amour sans préservatif? Il y a les contraceptions. Non. Tu aimais, parce que... moi j'ai vu un truc quand j'étais enceinte de Dieu donné. J'avais une bonne sang. Quand je me lavais, quand je me douchais, j'étais tellement heureuse. Vous voyez, quand je mettais un peu la douche sur moi, un peu l'eau chaude, oh là là, j'étais heureuse jusqu'à... C'était comme une jouissance pour moi, j'étais heureuse. C'est une sensation que j'avais. J'étais content quand j'allais me doucher, j'ai dit que je vais être heureuse. C'est la même chose. Il y a des femmes qui sont heureuses quand elles sont enceintes. Maintenant, quand la chose, ce qu'elle dit la chose, parce que quand cet enfant-là sort maintenant là, elle n'est plus heureuse. Donc du coup, tu ne me sers plus à rien, je te jette. Je te tue. Moi, je prie Dieu que quand je vais mourir, quand je veux renaître, parce que c'est la continuité, qu'il me met juge quelque part, ou avocat, ou procureur. Je ne suis pas sûr que les gens seront condamnés. Moi, je suis pour la paix. On doit remettre la peine de mort. C'est moi qui vous dis. Moi, je peux dire, mais j'ai un cœur très dur. Je suis vraiment sympa. C'est pour ça qu'il faut souvent se méfier des gens qui sont très gentils. Comme je suis sympa, et comme ça que mon cœur est dur.
Parce qu'il y a des choses que je vois. Les choses que je vois, que je dis non. J'ai 8 enfants, bon, tous les antécédents, c'est pas quoi. Elle sort 9 ans plus tard. Elle retourne chez ton mari. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'elle ne va plus tomber enceinte et tuer. Et qu'elle ne va pas plus tuer. Parce que quand vous voyez son corps, même là où elle était assise là, on dirait qu'elle est enceinte. Parce qu'elle écoute, elle est grosse, elle a un ventre. Et tout. Tout ce que son mari, tout va dire, c'est que j'ai hâte que tu rentres dans la maison pour me faire les petits plats de nourriture. Le mari, lui, ne grossit pas, hein. Il est mince. Mais elle, le fait qu'elle mange aussi. Vous savez, dans la vie, hein, je ne peux pas... Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce cœur-ci. Oui. Mais il y a quand même des choses que le bon Dieu doit arranger, certaines choses. Oui. Oui. Dans les 10 commandements, le premier c'est quoi? Tu ne tueras point. Mon Dieu. Quand ces gens-là font ce genre de forfait, tu es où? Pour les attraper la main. Elle n'a pas tué une fois, mais 8 fois. On peut tuer là, tu regardes. Eh oui. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vraiment impénétrables. Mais c'est pas grave. Moi, je continue à te prier. Mais il y a des choses qui sont... Il y a ces 8 enfants-là. Pouvaient faire le bonheur des gens qui n'ont pas d'enfants. Des gens qui font des adoptions. Ils sont nés. Elle n'est pas déposée à l'hôpital. On fait l'adoption. Mais elle tue. Oui, elle a pris l'habitude. Donc, elle nourrit l'enfant dans le ventre. Elle chérit l'enfant. Elle a une bonne sensation bien. Mais quand l'enfant naît, elle coupe le cordon elle-même. Elle tue. Tu es où quand tu... Mon père, tu es où? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas être contre toi. Parce que c'est toi qui m'as mis au monde. Parce que ma mère pouvait aussi faire la même chose. On ne sait jamais. Mais je veux te dire que quand les gens là font ce genre de forfait, il y avait une aussi française toujours, où c'est en Corée où elle vivait. Pigeot. 6 enfants. Elle a congelé les enfants. Il y a une qui a tué 2 enfants. Elle congelait. Elle est partie les caresser. Pour te prier, il faut avoir le cœur. Hein? Mon Dieu. Pour te prier, il faut vraiment avoir un cœur. Pour te prier. Parce qu'il y a des choses que... Mais bon. Oui. Pour te prier, il faut avoir vraiment le cœur. Parce que pour moi, on dit qu'on est le Père éternel. Un père ne peut pas voir son enfant se détruire et laisser. Un père ne peut pas faire certaines choses. Mais je ne sais pas. Mais je te prie. Je sais que tu existes. On nous dit avoir l'esprit de discernement. Toi-même, tu sais quel esprit de discernement tu as là-bas au ciel. Et moi, j'ai appris à avoir l'esprit de discernement. Mon Père. Il y a la misère. Toi-même, tu vois ce qui se passe. Regarde Mayotte. Mayotte. Regarde ce qui se passe là-bas. Regarde Los Angeles. Le feu partout. L'eau là-bas, le feu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? On ne doit pas te parler parce que c'est notre Père. Moi, je te parle, mon Père. Parce que tu es mon Père. Parce que quand je prie, notre Père qui est au ciel. Quand j'ai mal, j'écris mon Père. Parce que tu es notre Père. Et si notre Père laisse faire ce genre de choses, ces gens-là t'ont tellement fait du mal ou jusqu'à que tu laisses ce genre d'abomination. Le feu, l'eau. Eh mon Père. Comment tu veux que les gens continuent à te prier si ce genre de phénomène se propage chaque temps?
Regardez l'Ukraine. Et mon père, et tu as quitté la surface de la terre. Reviens, pardon. D'où Jésus? Maman Marie, vous êtes où? Je vois pourquoi les églises sont maintenant... Les églises sont... Quand tu vas à l'église, il n'y a personne. Parce que les gens ne croient plus en vous. Il n'y a plus les miracles, il n'y a plus les bénédictions, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est pour ça que les gens partent dans les églises du quartier. Ils partent partout parce qu'ils n'ont plus confiance. Mon Père, je t'en supplie. Reviens sur terre. Redonne confiance à tes enfants. À ton Saint-Esprit. Nous vivons du Saint-Esprit. Et de l'âme. Je t'en supplie, mon Père. Parce qu'il y a des choses. Je ne sais pas comment te parler. Parce que quand moi je te parle, je suis dans la violence. Mais là, je te parle doucement. Parce que je ne comprends pas. Ma situation, encore, ça va un peu. J'ai à manger, j'ai un peu à boire, j'ai mon thé. Mais regarde la situation des autres. Ceux qui sont dans les hôpitaux. Les malades. Hein, les prisonniers. Il y a même certains qui sont en prison qui n'ont rien fait, mon Père. L'esprit de discernement est où? Je ne comprends plus rien. Comment je vais continuer à te prier alors que je vois beaucoup de choses qui sont malsaines, que tu peux arranger la situation. Quand quelqu'un prend le couteau ou les ciseaux pour poignarder quelqu'un, mon Père, tu es où pour arrêter? J'emmène cette personne. Tu n'envoies pas ton esprit Saint-Michel Archange pour nous défendre? Mon Père. Je m'excuse ce matin pour te parler. Je te parle calmement, mon Père. Tu sais qui je suis. Mais moi-même, je ne sais pas qui je suis. Je prie tous les jours. Je pleure. Je fais et rien ne change. Mais le petit peu que tu me donnes, je suis contente. Mais quand je vois les histoires des autres, je dis que, moi je pleure que je n'ai pas ça. Alors que les autres, ils sont encore plus pauvres que moi. Je prie pour eux. Quand je fais la Sainte Miséricorde de mon Père, c'est pour prier pour tout le monde, que tu nous aides, que tu redescendes sur terre, parce que vraiment, ça ne va pas. 8 enfants. Moi, voici aujourd'hui, je devais avoir 4 enfants. Un petit garçon, j'ai donné Joyce, ma petite fille. Tu as fait, ils sont tous partis. J'ai pleuré jusqu'à... Ici. Tu n'as même pas eu pitié de moi. J'avais mon Laurent Dégrimont. J'avais mon mari. Un même cancer. Il est dingue. Pourquoi? Tu as affligé tant de mal aux gens. Et puis on va se mettre pour te prier. Mais pour entrer dans le royaume, dans ton royaume, mon Dieu, c'est difficile, hein? Dans le premier commandement, tu as dit, on ne tuera point. Les gens qui te prient ne seront jamais malades. Mais à l'heure-ci, il y a des gens qui souffrent. Au même moment que je parle de ces gens qui meurent, qui souffrent à l'hôpital, tu es où pour les venir en aide? Tu es où, mon Père? Où est-ce que tu es? Where are you? Tu connais ma vie, la vie de mes enfants. Tu connais mon enfance. Tu connais tout mon Père. Mais je m'étonne aujourd'hui. Tu aimes quand on te prie. Je ne sais pas. S'il faut que j'aille tuer quelqu'un pour que tu m'aides, je ne sais pas. Je n'ai rien fait de mal dans ma vie. J'ai vécu la vie que toi-même, tu as écrit sur moi. Alors, je reviens vers toi pour te demander une dernière fois que dis-moi qui je suis et envoie tes bénédictions, même pas sur moi, sur ma petite fille, sur mes enfants. Parce que si mes enfants vivent, je vais vivre. Si toi tu as tourné le visage sur moi, mon Père,
Mon mari, tu es où? Donc tu ne vois pas à Mayotte? Mon mari. Tu veux parler sans Angeles? Là-bas le feu, là-bas l'eau, on va arriver où? Eh mon père. Et notre pays qu'on vit ici, on ne sait même pas où on est. Je ne savais même pas que François Bayrou est devenu le premier ministre de ce pays. Je n'étais pas au courant. Parce que quoi? Je passe ma vie à te prier. Je prie, je prie, je prie. Je dors, je prie. Je dors, je prie. Mon père, tu es où? Comprends-moi. C'est Elisabeth qui te parle. Ouais. Comme tu es quitté sur terre, Jésus-Christ, nous Jésus, reviens sur terre. Je ne comprends plus rien. Il n'y a que les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, les mauvaises personnes. Mon Dieu, what are you? My Lord, my God, what are you? You forget these people. You forget you are people. You are son. Your father, your brother. You forget. Please, Jesus, come in. Come in inside. Come in. Again. Reviens. Come in inside. Don't forget your son, your father, your sister, your brother. Please, Jesus, come in. Hey. I give you thank you. Yes. I have the good night. I have good day. Thank you, Jesus. My English not good English, but it's English. Please. Please, Jesus, come in. Come in. On va mourir maintenant là. Parce que quand tu pries, quand même, vous savez, moi j'ai une façon de faire les choses. Quand moi je prie, je veux les résultats. Je veux les résultats. Je continue à prier chaque jour. Je n'ai même plus de vie. Je n'ai même plus de vie comme vous voyez là. Quand je finis ici là, même quand je mange les écouteurs, j'ai acheté 2 écouteurs. Rien que pour les prier, pour écouter Dieu. Mais quand je vois certaines personnes qui souffrent encore plus que moi, je dis non, on est là. Moi j'ai ma façon de, comme je vous ai toujours dit, ma façon de prier, ma façon de faire dans mes choses et tout. Mais je suis quelqu'un qui est assez vindicatif quand même. Je revendique beaucoup de choses, quoi. Donc je suis... je dis... C'est pour ça que... Ouais. Parce qu'il y a des choses. Comment tu peux porter un enfant dans ton ventre? Donc, il y a une sensation de bien-être. La chose sort. Comme vous appelez, la chose sort. On appuie la gorge. Aïe! Un bébé. 8 fois. Tu étais où quand tu voyais ça? Il y avait l'autre là, Margaret Peugeot. Il y avait une là qui vivait aussi en Chine. Qu'on a découvert où c'est 6 bébés. Tous les cadeaux près de vous, pourquoi? Mais enterrez-les ou bien mettez-les en cheminée, ils brûlent. Et puis bon, vite fait, bien fait, tout le monde est content. Et puis il y a un phénomène qui est là, un processus qui est que leur mari les soutient toujours. Les maris sont toujours avec elle. Je ne sais pas si c'est une forme, je ne sais pas quoi. Oui, toutes ces femmes qui ont tué leur bébé, hein, sont toujours avec leurs compagnons. En tout cas, comme tu as dit, tu nous réserves un paradis là-bas au ciel. Nous tous on va aller au ciel. Je n'ai pas les reproches à te faire, mon père, mais j'espère que si, et je pense que si tu es vraiment notre père, il y a des choses qu'on ne fait pas, que tu vois les parents qui couchent avec leurs filles, qui couchent avec leurs enfants, avec leurs fils, tu es là, tu vois, tu es où quand tout ça se produit. Vu que tu as semé que la cange qui est là. Je n'ai pas de reproche à te faire. Mais je te parle, parce que moi je te parle sec. Tu me connais comment moi je suis. Oui. C'est toi qui m'as créé.
C'est sur ta créature. Et mon Père, Jésus, d'où Jésus? Donc on va vivre comme ça. Que les mauvaises nouvelles, tu ne peux pas allumer la télévision. Sans qu'on te dise qu'on a tué quelqu'un. Sans qu'on te dise qu'il y a eu meurtre là-bas. Sans qu'on te dise que le feu est arrivé là-bas, l'eau est arrivée là-bas. Mais on vit dans un monde de peur. Mais pourquoi? Mais tue-nous tous. Que de vivre, on vit, mais pourquoi? Vu qu'on vit la pomme, on vit pourquoi? Alors, fais-nous comme tu as fait avec les oui, monsieur. Non, mais moi, je suis pour la mort. Moi, je suis pour la mort. Hein. Oui. Fais-nous comme tu as fait avec les dinosaures. Tu nous finis une fois. On part. Comme ça, la terre va rester calme. Mais, j'ai ma façon de faire avec toi. Mais, je crois en toi. Je ne te prie pas ça pour dire que, oh Dieu, aide-moi, oh, je veux l'argent, je veux construire mon immeuble, je veux faire ceci. Non. Mais quand même, il faut aussi parfois te parler. Parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Vous allez me dire que toi qui? Moi la vérité, parce que je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre. Qui ne vous n'est jamais resté pour dire que pourquoi moi, pourquoi je n'arrive pas à progresser, pourquoi je n'arrive pas à avoir l'argent, pourquoi je n'arrive pas à avoir, pourquoi je suis malade. S'il y a vraiment un Dieu, il doit pouvoir à tous vos besoins. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, il vous guérit. La pierre de Dieu écrase doucement. Ça, c'est vrai que c'est écrase doucement. Mais au prix de combien de malheurs avant d'arriver à nos fins chez lui. Alors qu'il est là au ciel, il sait ce qu'il peut faire pour nous. Moi, je continue toujours à prier. Mais il sait que je suis vindicatif. Oui. Et je suis procéduraire. Parce que moi, j'aime les procès. Et ce procès, c'est toujours avec lui. Parce que moi, c'est comme ça avec lui. Hein. Oui. C'est mon père, c'est lui qui m'a créé. Il sait ce que je suis. On ne va pas prier. Espiritu, venez, Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit vienne. Mais attends, le Saint-Esprit vient, mais qui nous apporte du bonheur, de la joie, de la paix, qui pourvoit à nos besoins qu'on lui demande, vu que c'est eux qui ont tout. Pourquoi continuer à prier, on prie. Au prix de combien de souffrances, combien de jeunes pour qu'ils nous aident. Alors qu'il suffit seulement qu'il tourne seulement son petit visage comme ça, il nous regarde seulement comme ça, là, on a tout. Non, c'est toi aujourd'hui qui a les meurtres partout, qui a les incestes, qui a tout ça. Moi, je parle. C'est lui ce qui sait ce qu'il va faire avec moi. Oui. Ah non, moi, je suis l'esprit vindicatif. Moi, je ne veux pas, je ne suis pas comme vous. Parce qu'il y a les choses vraiment... Maman. Non. Si vous n'avez pas le courage de parler au bon Dieu, moi j'ai mon courage de lui parler. Parce qu'il y a des choses que maman tu vois. Des choses que tu vois. Oui, je veux continuer à les prier. Peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, je veux continuer à les prier. Et en même temps, à revendiquer, à faire Dieu dit ce qui ne va pas, c'est tout. Parce que moi je prie ici, quand je vois encore ceux qui sont encore plus pauvres que moi, je dis, il est où? Lui me connaît comment ça a commencé. Il connaît qui je suis. Mais il est où? Oui. Où les tests là, comme le peuple d'Israël a chômé dans les déserts pendant 400 000 ans, où tu veux que je chôme jusqu'à ma mort, ce n'est pas grave. Mais je veux te dire ce que moi je pense, mon cher Père qui est au ciel. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Ça vous joyeuse. Et comme je vous ai dit, je devrais plus ici.
Mais comme je me suis réveillé à 3 heures, j'ai prié, j'ai appelé fatigué. Vous voyez, je suis fatigué. Donc je tombais un peu sur... Parce que je n'avais pas regardé... peut-être en train d'accuser crime. Parce qu'il y a des choses que tu ne... Bon, que je regarde. Après, j'ai regardé un peu le journal, j'ai vu que François Bayrou est devenu Premier ministre dans ce pays. Vous voyez à quel niveau je suis décalé? Je vis en France. Je ne connais même pas le Premier ministre qui est dans ce pays. Je ne sais même plus qui est président. Macron est président. Je ne sais même plus quoi. Parce que je me focalise dans la prière. C'est normal ça. Ce n'est pas la démence ou la secte qui me prend dans ma tête. Je serais décidé que pour l'instant, je vais faire ma vie comme avant. Sortir, boire, prendre ma drogue, faire mes choses. C'est tout. C'est lui-même qui sait, j'ai déjà fait ma part de choses. J'ai déjà gêné, j'ai déjà fait tout ce que j'ai pu. Mais je préfère rentrer dans mon monde à moi. Dans mon monde à moi, parce que je me suis sacrifié. Vous ne pouvez pas savoir que François Bayrou est le premier ministre dans ce pays. Je deviens folle. Donc mon père, pour te prier, on va devenir que fou. Comme ma soeur Wopsoké a commencé à boire l'huile. Elle commençait à boire l'eau de Javel pour se purifier. C'est ce que tu veux que je devienne? Non, mon père. Je ne deviens pas ça. Je vais toujours te prier. Tous les vendredis, je vais jeûner. De 8h à 18h. De 8h à 18h. Oui. Mais je serai plus celle-là. Qui prie tout le temps, qui prie tout le temps. Oui. Parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Donc maintenant, je vais recommencer à faire ma vie comme avant. Mais, petit privilège, tous les 15 heures, si je peux, je fais miséricorde divine pour prier pour le monde. Je suis toujours avec toi. Je n'ai pas dit que je pars. Mon père est toujours avec toi. Mais, je préfère recommencer ma vie comme avant. Cette fois-ci, dans les bonnes conditions. Et tout. Tu me respectes, je te respecte. Le père doit respecter son enfant et son enfant doit respecter le père. Tant que le père est toujours en train de faire les choses plus comme ça, l'enfant aussi va faire les choses floues. Je t'ai demandé. J'ai toqué, j'ai demandé, j'ai cherché. J'attends toujours tout ce que je t'ai demandé. J'espère que tu vas un peu. Tu vas me regarder un peu. Il ne mérite pas ma situation. Je n'ai même pas envie de beaucoup parler. Tu sais, mais voilà ce que je vous dis encore. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Qu'il vous protège bien même.